Cher Douglas Kennedy, je suis ravie de vous accueillir ce soir à Nancy. Cela fait longtemps que vos lecteurs, qui sont d'ailleurs en grande majorité des lectrices, il faut le dire, attendaient ce moment. Et c'est la sortie de votre 16e livre, Mirage, qui nous permet d'avoir le bonheur de vous recevoir aujourd'hui. Un nouveau roman de Douglas Kennedy, c'est toujours un événement. Et Mirage, que l'on ne lâche pas de la première à la dernière page, va bien sûr faire une grande partie de cet entretien. Mais je voudrais avant rappeler que vous êtes l'un des écrivains américains les plus lus en Europe. Plus de 14 millions de livres, c'est gigantesque, vendus en 16 langues, dont 8 millions en France. Vous êtes Douglas numéro 1 dans le cœur et dans les lectures des Français, et je pense que cela vous touche beaucoup parce que je vous sais très francophile et je sais que vous aimez beaucoup notre pays. Est-ce qu'il est vrai que c'est par respect pour vos lecteurs et parce que vous aviez envie de pouvoir discuter avec eux que vous vous êtes mis, il y a une quinzaine d'années, à apprendre le français? Oui, franchement, bonsoir à tous. C'est impressionnant, c'est extraordinaire. Je n'ai jamais fait une conférence dans un endroit comme ça, c'est magnifique. Et aussi parce que je suis un grand amateur de la musique classique et de l'opéra, je suis très à l'aise. Mais la vérité, l'an 2000, j'ai trouvé une pied-à-terre à Paris, j'avais 3 mots de français. Comme la plupart des écrivains, j'ai un aspect très bonnet. Surtout parce que l'écriture est une discipline, mais on va discuter ça plus tard. Mais franchement, j'ai dîné fin 99 à Paris avec mon éditrice française, qui reste mon éditrice française, Françoise Truffaut, mon attaché de presse Brigitte Semler, qui reste mon attaché de presse, qui est là d'ailleurs, qui est ici aujourd'hui. Et elles ont parlé en anglais pour moi à Paris. Après le dîner, quand j'étais à l'hôtel, je vais la honte. J'ai pensé, c'est absurde. En fait, je suis un homme très new-yorkais, cosmopolite, un grand voyageur avec seulement la langue maternelle. Donc, j'ai trouvé un prof privé et c'était 8 ans de leçons privées, 4 fois par semaine, un peu comme, en fait, l'écriture. L'écriture, c'est un art, mais aussi un métier. Et j'ai découvert, franchement, il faut pratiquer tout le temps. Je dis ça tout le temps des jeunes écrivains, en fait. Honnêtement, j'ai 3 questions primordiales pour des jeunes écrivains. Ou quelqu'un qui me dit, en fait, même si on a 60 ans, en fait, je voudrais écrire un roman. Et j'ai 3 questions primordiales. Est-ce que vous aimez la solitude, parce qu'on est seul? Comment luttez-vous avec des déceptions et des réjections? Et avez-vous 20 ans? Pour apprendre le français, c'était 8 ans, mais aussi Brigitte Semler a insisté pour que je commence tous mes interviews avec La Poursuite du bonheur en 2001 en français. Et au début, j'étais absolument débile, tragique. Je me souviens très bien, en fait, un de mes premières interviews chez RTL avec François Brunel, qui reste un grand copain. Et j'étais complètement épouvantable, mais c'était une question de continuer et parler tout le temps. Et à l'époque, j'avais une règle avec tous mes copains, copines francophones, seulement en français. Et donc, le prochain projet, en fait, ich spreche ein bisschen Deutsch, warum ja, und das wäre mein dritte Lang bekommt. Moi, je ne parle pas allemand, c'est terrible. Ça, c'est mon héritage. Ma mère est allemande juive et ma grand-mère paternelle était en fait allemande catholique, donc juif catholique. La culpabilité est partout dans mon écriture. Alors, j'ai donc compris que vous étiez aussi discipliné pour apprendre le français que pour écrire, mais nous allons en reparler tout à l'heure. On va commencer bien sûr par votre actualité littéraire, puisque c'est Mirage. Un roman de Douglas Kennedy, c'est toujours un pays, un décor, un pays, une ville, et puis l'autopsie d'un couple dont on sent bien que tout va peut-être basculer. C'est en tout cas le cas de Mirage, alors un couple d'Américains, Robin,
quarantaine d'années, expert comptable, qui est marié à Paul, qui est plus âgé qu'elle, qui est un artiste. Vous dites qu'il est bordélique. Chez vous, c'est un gros défaut, hein, je crois. Ce n'est pas un défaut. En fait, je connais beaucoup de gens bordéliques. Franchement, le truc, en fait, oui, en fait, il y a plusieurs de choses dans Mirage, et aussi le titre, qui est une grande métaphore pour beaucoup de choses. Vous auriez pu le mettre au pluriel. Oui, hein, oui, et pas un mirage, mais un mirage. Mais le couple au centre de ça, oui, Robin, que vous avez dit, au début de la quarantaine, ex-journaliste, un premier mariage désastreux avec un homme très asexuel. Elle a décidé de quitter le mariage, changer son boulot, surtout parce que c'était une époque où le journalisme, franchement, en fait, il n'a pas un grand avenir. Elle est devenue expert comptable et elle a découvert quelque chose. Elle adore ce métier. Mon expert comptable, quand j'habitais à Londres, m'a dit quelque chose de très intéressant une fois que je me suis souvenu. En fait, il m'a dit, quand je vois des chiffres de mes clients, y compris vous-même, je connais tout. Tout est là-bas. Des faiblesses, en fait. Franchement, si ils ont avare ou bordélique, des passions, des choses secrètes. Donc, au début, en fait, Paul, c'était le client de Robin. Elle a vu cet homme à la fin de la cinquantaine, baba cool, prof de beaux-arts, artiste aussi talentueux, mais frustré. Et elle a vu ses chiffres. Ce n'est pas un homme très responsable. Au contraire, beaucoup de problèmes avec les inspecteurs des impôts. Elle ne peut pas économiser. Donc, au début, elle a compris quelque chose au sujet de lui. En même temps, c'était un coup de foudre. Et aussi, comparé à son premier mari, c'est un homme très sexuel et ça compte beaucoup dans des relations intimes si le sexe est fort. Ça, c'est toujours un problème dans un mariage si ça commence à basculer. C'est comme l'argent. L'argent et le sexe, c'est derrière de tout, malheureusement. Mais ça, c'est la vérité. Et donc, comme j'ai dit dans le roman, et c'est la vérité dans la vie, dans un coup de foudre, typiquement, on voit ce qu'on veut voir. Et donc, elle a vu cet homme, fin de la cinquième, jamais se marier. Pourquoi? Elle n'a jamais demandé ça. Elle a évité ça parce qu'il lui a dit, après quelques semaines, tu es la femme de ma vie, on a une vie extraordinaire et je veux un enfant avec toi. Et elle a 40 ans. Je me souviens très très bien, j'ai 60 ans maintenant, mon Dieu, mais je me souviens très très bien, il y a 22 ans, quand je vais à la fin de la trentaine, j'avais beaucoup de copines. Franchement, après une rupture, un divorce ou une période célibataire qui a rencontré quelqu'un pas mal, pas idéal, mais maintenant ou jamais, OK, on va prendre du risque. La même chose ici. Et puis, les choses commencent à basculer. Alors, Robin et Paul. Donc, Robin a évidemment envie d'un enfant. Paul le lui a promis, entre guillemets, et ils partent au Maroc. C'est le voyage qui doit concrétiser finalement leur amour. Et évidemment, avec vous, le voyage va très très vite devenir un cauchemar. Oui. Au début de sa carrière, Paul a enseigné dans une école de beaux-arts à Casablanca. Donc, quand le mariage est devenu faible, il a proposé un mois, comme vous avez dit, pour réparer des choses, faire un enfant, découvrir quelque chose en dehors du quotidien. Ça, c'est aussi un conte de fées, le fait qu'on va voyager et franchement, on va perdre des problèmes du quotidien. C'est comme une valise. Franchement, en fait, ça c'est la vérité avec toutes les histoires intimes. Au début, la route est complètement dégagée. Vous êtes très malade, madame. Mais oui, la route est complètement dégagée. En fait, tout est possible. Franchement, en fait, le sexe est hallucinant. C'est un amour pur.
Et puis, après quelques mois, il y a un moment, pendant une matinée, quand un camion arrive avec tous des bagages. Et d'après mon expérience, c'est impossible de parler avec vous, madame, tout le temps. D'après mon expérience, en fait, tout le monde a des bagages. Tout le monde a des secrets. Tout le monde, franchement, a des choses pathologiques. Et si on est dans un couple, il faut décider si on peut porter des valises d'une autre ou pas. Comment vous est venue l'idée de ce roman au Maroc? Je suis Je sais que vous êtes un grand voyageur, que vous connaissez très très bien le pays. Oui, oui. Vous y êtes allé 11 ou 12 fois, c'est Oui. cela? Pour moi, en fait, j'ai commencé de réfléchir d'une idée, j'ai dit ça pendant un déjeuner à Paris, il y a 5 ans avec mon éditrice Françoise Truffaut, en fait. Je lui ai dit, en fait, à l'avenir, je voudrais écrire une vraie aventure très moderne, mais d'une manière des grands romans du 19e siècle. Et aussi parce que c'est un moment très compliqué entre le monde occidental et le monde arabe. Franchement, j'ai commencé à réfléchir de ça. Et oui, j'ai vécu en Égypte, j'ai écrit Au-delà des pyramides. J'ai traversé le Maghreb, en fait, deux fois en Algérie, et 11 fois aussi au Maroc. J'ai un grand rapport avec le monde arabe. Et le Maroc, pour moi, c'est immense. C'est 2000 kilomètres de Tanger à la frontière de la Mauritanie, mais aussi des paysages complètement différents et des départements très différents. Près de Meknès, ça c'est franchement le Bordeaux du Maroc, en fait, une grande histoire des vins, des vraies Alpes, les eaux Atlas, le côté atlantique, des villes très mystérieuses et modernes, et aussi un petit désert qui s'appelle le Sahara. Et en 2013, j'ai dit à ma femme Christine, il faut explorer avec moi le Sahara pendant 10 jours. J'ai un copain qui dirige un hôtel près de Ouarzazate. J'ai appelé Hicham. Je lui ai dit, avez-vous un chauffeur, en fait, avec une connaissance du Sahara et avec un vrai 4x4? Parce que ce n'est pas une question des voyeux, mais un désert est dangereux. Et on a passé 8 jours avec Mohamed partout. La dernière journée de voyage, je lui ai dit, est-ce que c'est possible de quitter le chemin et traverser une vraie piste au milieu de ça? Je sais que peut-être c'est assez dangereux. Il m'a dit, je connais franchement une piste assez solide. Donc on a quitté la route. Et après 70 kilomètres, on était au milieu de rien. Sable, sable, sable. Nord, sud, ouest, est. J'ai dit, il faut arrêter ici. Et j'ai dit à Christine, il faut quitter la voiture. 44 degrés. Le soleil absolument impitoyable. Et puis ma femme m'a dit, regarde, regarde. Et dans la distance, une petite silhouette, 1,20 m, qui nous a abordés. J'utilise ce moment dans le roman, mais de manière différente. C'était une petite fille. Et je lui ai dit, parlez-vous français? Ah oui. Pourquoi vous êtes ici? Mais je vis ici, monsieur. Mais où? Il n'y a rien. Regarde, monsieur, regarde. J'ai suivi le doigt de sa main. Rien, j'ai dit, en fait. Mais ma petite, il n'y a rien. Regarde, monsieur, regarde. Et puis, mes yeux ont ajusté. J'ai vu 6 tentes, un arbre, une source de l'eau. C'était un petit oasis. J'ai vu un mirage qui était réel. Et pour moi, ça, c'était le clic dans la tête. J'ai commencé, franchement, de réfléchir de beaucoup de choses, surtout l'idée dans un désert, il y a beaucoup de mirages, mais aussi dans la vie d'un couple, il y a plusieurs mirages. Et fréquemment, peut-être, l'amour est aussi un mirage.
Pourquoi? Je n'ai pas de réponse, mais j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Derrière le titre, il y a l'idée aussi que peut-être le plus grand mirage, c'est quelqu'un à côté de vous au lit. Ou peut-être c'est soi-même. Oui, on ne peut jamais connaître totalement l'autre. C'est ça que vous voulez Je pense dire. que ça, c'est impossible. Aux États-Unis, en fait, ça, c'est une des bêtises américaines. On parle tout le temps de la honnêteté, la transparence. En France aussi, on parle beaucoup de transparence. Oui, mais la transparence, c'est impossible, d'après mon expérience. Quelle est la transparence? C'est comme quelle est la vérité? Entre un couple, il n'y a pas de vérité. Il y a plusieurs interprétations des choses qui sont arrivées. C'est comme un divorce. Je parle comme un homme divorcé. Il y avait un mariage et après le mariage, il y a deux versions compétitives qui sont arrivées avant et pendant la rupture. Qui a raison ici? Naturellement, moi-même, mais la vérité est personne. C'est simplement deux histoires différentes du même événement. Je suis toujours fasciné par cette idée et j'utilise ça tout le temps dans mon écriture. Oui, j'ai retrouvé une phrase de vous dans une interview il y a quelques mois, où vous disiez « Dans mes livres, je rôde toujours autour de l'idée que chaque homme est très doué pour construire sa propre prison, le mariage étant la prison la plus commune. » Vous êtes marié, Douglas? Oui, et remarié, mais si ça va chuter, je suis fini. J'ai un copain à New York de mon âge. Il a commencé son 5e mariage. Et je lui ai dit, en fait, Michael, ça c'est le triomphe de l'optimisme sous l'expérience. Mais aussi, c'est toujours la même femme. Une femme, alors, franchement, en fait, passive-agressive. Et je lui ai dit récemment pendant un verre, pendant le 6e mariage, ou avant le 6e mariage, parce qu'il y aura un 6e mariage, il est assez riche. Il faut trouver en avance une femme passive-agressive et lui donner une maison avant le mariage, et puis c'est fait. Mais le truc, en fait, ça me fascine énormément, le fait qu'on se répète tout le temps dans la vie. Pourquoi, même si on pense, OK, la prochaine fois, en fait, je vais chercher des choses différentes, on se répète. Et aussi pourquoi, et ça c'est ici dans Mirage, on projette sur les autres, surtout en fait l'objet du désir, tout qu'on a besoin, en fait, ses propres rêves, ses désirs, ses espoirs. Honnêtement, en fait, une vie sans espoir, ça c'est tragique et très glauque. Tout le monde m'a dit, oh, vous avez un point de vue très pessimiste au sujet du mariage. Et j'ai répondu, oh non, réaliste. Vous écrivez aussi que nous sommes les architectes des cul-de-sac dans lesquels on échoue. Vous êtes quand même un peu pessimiste. Hein. C'est pas très rassurant, la conception que vous avez du couple. Mais Françoise, honnêtement, j'ai parlé récemment avec un copain. Après mon divorce, j'ai décidé simplement, j'ai 2 enfants magnifiques que j'adore. Et ma fille m'a dit, pas d'enfant, papa, après le divorce. Et je lui ai dit, ne t'inquiète pas. On a une expression très new-yorkaise, je suis bête mais pas stupide. Mais j'ai parlé récemment avec un copain de mon âge, avec son 2e femme qui a 33 ans. Naturellement, ils ont un enfant. Et oui, il a 60 ans et il est au milieu, franchement, des nuits blanches, des couches, toutes les choses comme ça. Et il m'a dit, oui, et honnêtement, maintenant aussi, oui, j'ai des frais éducatifs de mes premiers enfants, j'ai 2 maisons de près. Et j'ai dit, mais Robert, qui a créé cette situation? Qui a décidé de faire un enfant avec une femme si on va commencer quelque chose avec une femme au début de la trentaine, la plupart du temps, on a
on a un enfant. Ça, c'est évident. Ça, c'est un signe de l'amour. Mais qui a créé cette narration? C'est toi-même. On connaît cette chanson. Honnêtement, la plupart du temps, je pense que même si on dit non, 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 c'est moi qui décide ce que je vais faire ou pas. Il y a une grande citation d'un écrivain, un poète allemand du 19e siècle, Novalis, pas très connu maintenant, de même époque de Goethe, mais il a écrit une citation que j'adore. Et c'est toujours dans la tête quand je construis un personnage. Et il a écrit, le caractère écrit le destin. Le caractère écrit le destin. Je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que ça, c'est si vrai dans la vie. Et tout dans une vie est une interprétation. Tout. Et le caractère, franchement, va diriger des choses. Donc, quand je construis un personnage, je commence avec l'idée, OK, quelles sont ses faiblesses? Des choses pathologiques, des racines parentales, des blessures de l'enfance. Oui. Justement, on revient quelques instants à Robin, votre héroïne, qui, elle, a un caractère fort qui va d'ailleurs lui permettre d'affronter cette descente aux enfers qu'elle va vivre. C'est la 6e fois, je crois, que vous vous mettez dans la peau d'une femme qui est la narratrice, qui a le beau rôle, en fait. C'est elle qui a le courage, mais vous avez bien raison, parce que les femmes sont fortes. Robin, on ne peut pas dévoiler évidemment les secrets de l'intrigue, du suspense de ce polar, mais le poids de sa famille pèse beaucoup sur elle. Elle a eu un père qui était un peu léger. Elle n'a pas réussi à le sauver. Elle veut essayer de sauver son mari. Sur vous aussi, le poids de la famille a été très important. Vous dites d'ailleurs dans les premiers mots de l'autre livre dont on parlera tout à l'heure, Omnibus, que dès le départ, vous avez ressenti un besoin de fuir. Si vous voyez le couple comme ça, c'est peut-être aussi parce que vos parents ont été un couple difficile pour vous? Un peu, oui. Oppressant? J'ai grandi, je suis en fait l'aîné de 3 frères. J'ai grandi au milieu d'un mariage des années 50 très classique. Mon père était un homme d'affaires, très conservateur, très catholique. Ma mère, allemande juive, très névrotique. Une femme très, très intelligente à l'université, avec une carrière à la télé. Et puis, elle est tombée enceinte avec moi. Et franchement, ça, c'était la fin de sa carrière. Et j'étais membre de la classe moyenne américaine. Et surtout, c'est rare maintenant, parce que New York est une ville très riche, mais la classe moyenne de Manhattan. J'ai grandi dans un appart de 60 mètres carrés et on était 5 là-bas. Et c'était un de mes premières mémoires, c'est le fait que mes parents se sont disputés tout le temps. Et émotionnellement, c'était très violent. Mais en même temps, je n'ai pas à dire des choses, oh mon Dieu, pauvre moi. Grâce à ça, je suis devenu très indépendant, très jeune. J'ai écrit ça dans cet instant-là. Thomas, qui est le narrateur, franchement, il se souvient d'un moment quand il avait 8 ans. Et au milieu d'une dispute entre ses parents, il dit à son père, est-ce que c'est possible, je peux aller à la bibliothèque? Ça, c'est vous? Ça, c'était moi, tout à fait. Même si Thomas, en fait, pas exactement moi, en fait, je n'ai jamais couché avec un membre de Stasi comme Thomas ou des choses comme ça. Mais en fait, mon père m'a dit, et on a vécu dans un quartier très classe moyenne, la rue 19e et la 2e avenue. OK, voici $1. Il faut que
tu reviens dans 1 heure. Et fais attention chaque roue et il faut revenir à l'heure. Donc, pour la première fois, j'étais en dehors de mes parents, en dehors de l'appart. J'ai commencé d'observer des choses dans la rue. Je me souviens très bien, en fait, un flic dans la rue avec une cigarette qui a toussé comme madame tout le temps. Tout le temps, un prêtre aussi avec un grand cigare, un homme qui a vendu des journaux dans la rue, qui était franchement une moine. Et puis je suis arrivé à la bibliothèque, j'ai trouvé en fait le rayon des enfants, une bibliothèque était là-bas. Ah, quel est votre prénom? Douglas. Ah, je suis Madame Flack. Qu'est-ce que vous aimez à lire? Et elle a organisé un abonnement pour moi. Elle a proposé 2-3 livres. Et puis après ça, à l'époque, dans toutes les pharmacies américaines, il y avait un zinc où on peut manger des choses. Donc, j'étais là-bas, j'ai commandé un Coca avec mon $, c'était 10 centimes à l'époque. Et j'ai lu un de mes romans. Hier, avant une interview à Cannes, une rencontre, j'étais dans un café avec mon calepin et un verre de vin, pas de coca, mais un verre de vin. Et j'ai pensé, c'est la même chose 52 ans après. Donc, aussi parce que c'était un mariage difficile, j'ai commencé d'observer beaucoup de choses. Et puis, dans ma vie comme un adulte, et surtout quand j'ai commencé à écrire, j'avais beaucoup de réflexions au sujet du fait que, honnêtement, tout le monde parle de bonheur, mais quand je pense de mes parents, et le mariage a continué jusqu'à la fin de la vie de mon père, il y a 1 an, et il était misérable, complètement. Mais absolument borné, il est resté très catholique. Et j'ai pensé récemment, le fait est aussi, et peut-être il faut réfléchir de ça, est-ce que c'est vrai que le malheur est aussi un choix? C'est une vraie question. Alors, vous avez... votre premier voyage, ça a été, vous venez de le dire, pour une bibliothèque. C'est la littérature, c'est la lecture qui vous a fait voyager. Et puis, vous avez fui aussi l'Amérique pour l'Irlande. Vous avez été dramaturge, vous avez été journaliste. Vous êtes... Quand est-ce que vous avez décidé de commencer à écrire vraiment, d'être romancier? Quel a été le déclencheur? Oui, en fait, après, j'étais à Trinity College Dublin, une grande université, et puis je suis revenu aux États-Unis. J'étais journaliste dans le Maine, un petit journal de Provence, comme mon héros Nick de Cul-de-sac. Et puis, en fait, j'ai travaillé dans le théâtre à New York. Et mon rêve à l'époque, c'était franchement de devenir metteur en scène et dramaturge. Mais j'ai découvert, je n'étais pas Paris Chéreau, quelqu'un comme ça, qui était un très grand homme que j'ai rencontré 2 fois. C'était tragique, il est mort si jeune. Mais beaucoup de pression familiale a augmenté. Mon père m'a dit, en fait, tu as reçu un grand diplôme et tu travailles dans un théâtre pour $50 par semaine, quel échec. Et après ça, j'ai fui. J'ai un point de vue au sujet des choses difficiles. Ce n'est pas nécessaire de négocier avec quelqu'un où c'est impossible de négocier. Franchement, la question primordiale est où est la sortie. Et donc, j'ai fui. Je vais gagner un prix à l'université pour la meilleure thèse historique américaine. Et j'avais $700, oui, dans mon concurrent, c'était une petite fortune. Et j'ai fui, je suis revenu en Irlande et j'ai commencé à créer avec un copain de Trinity, une compagnie de théâtre
C'était la fin des années 70. J'ai vécu une vraie vie bohémienne, une chambre de bonne, pas d'argent. Et le compagnie de théâtre, 13 années 70, c'était un collectif. Et après 18 mois, en fait, je suis devenu le directeur de petit studio de Théâtre national d'Irlande. Et j'ai commencé à écrire toutes les nuits, entre minuit et 3 heures. Vous êtes insomniaque? Oui, et je reste insomniaque, tout à fait. Mais franchement, je profite de ça aussi. En fait, hier soir, j'ai écrit jusqu'aux 4 heures du matin. Je suis en forme maintenant. C'est pas 5 heures de sommeil, c'est pas mal. Enfin, 1 heure de sport aujourd'hui. Ça, c'est une habitude de beaucoup d'écrivains, en fait. Kafka était insomniaque, Dickens était insomniaque, Balzac était insomniaque, Fitzgerald était insomniaque, etc., etc. Je pense que le cerveau, c'est trop actif tout le temps. Et est-ce que dès le début, vous vous êtes donné cette discipline qui est d'écrire 500 mots par jour? Ça arrivait, en fait. J'ai quitté mon poste au Théâtre national quand j'avais 28 ans pour devenir écrivain. Je suis resté à Dublin. J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu ma première femme. Et on était ensemble pendant 25 ans, 2 enfants. Mais à l'époque, en fait, j'ai commencé à écrire pour des journaux. Honnêtement, Dublin, maintenant, c'est une ville bobo, branchée. En fait, à l'époque, c'était de Provence, mais c'était idéal pour moi parce que je peux commencer comme écrivain sans beaucoup de pression. Je peux faire des erreurs, avoir des échecs. Et honnêtement, tout sont nécessaires. Et trouver franchement un vrai chemin. Et donc, j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre pour la radio et pour le théâtre. Et puis, j'ai décidé, franchement, d'essayer un récit de voyage. Et aussi, j'ai commencé à penser, je vais quitter Dublin, c'est trop petit pour moi. Je vais vivre à Londres. Une petite histoire extraordinaire. Et ça, c'est la musique du hasard. J'ai voyagé en Égypte en 81 et j'ai écrit une pièce de théâtre pour la BBC et j'avais beaucoup de souvenirs de ça. Donc, quand j'ai commencé à penser, je voudrais revenir et écrire, pour écrire un vrai récit de voyage, c'était nécessaire de trouver un agent littéraire à Londres. J'avais un agent littéraire pour mes pièces de théâtre. Et je l'ai appelé, je lui ai demandé, j'en suis sûr que vous avez quelqu'un dans l'agence qui s'occupe avec des livres. Elle m'a dit tout à fait. Donc j'ai écrit un chapitre comme un exemple de mon écriture et un plan. Je les ai envoyés à cette femme qui était américaine. Et j'ai reçu une lettre. Ça, c'était l'époque qu'on a reçu des lettres. La prochaine fois que vous êtes à Londres, appelez-moi. Donc j'ai pensé, superbe. Donc je l'ai appelé, je suis arrivé à son bureau et elle m'a dit, j'ai lu votre chapitre et c'est nul. Vous n'avez pas de talent. Et honnêtement, il faut trouver un autre métier. J'étais absolument dévasté par ça. Je suis revenu à Dublin, j'ai commencé à écrire une autre pièce de théâtre. 2 mois après ça, j'ai reçu une lettre de même agence. C'était un nouveau agent littéraire qui s'occupe avec des livres et qui m'a dit, en fait, cette femme que vous avez vue a été démissionnée. Il y a un Dieu. Et ma secrétaire a trouvé une chemise dans une poubelle avec votre chapitre. Elle a voyagé en Égypte il y a quelques mois. Elle a décidé de lire ça parce que le titre c'était Au-delà des pyramides. Et elle m'a montré et elle m'a dit, ce mec a du talent. J'ai lu en fait le chapitre. Ce n'est pas parfait. Je ne vais pas vendre ça ou trouver une maison d'édition, mais la prochaine fois que vous êtes à Londres, on va déjeuner. Et pendant le déjeuner, il m'a dit, OK, il y a des problèmes, mais si vous êtes d'accord, il faut que
vous réécrivez tout. Et j'ai réécrit tout. Et 6 mois après ça, il m'a trouvé un petit contrat de maison d'édition. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, le début de ma carrière littéraire et le début du voyage au-delà de Pyramide. Et ça, c'était complètement du hasard. La musique du hasard est partout dans la vie. Et chez vous, la musique, c'est important. Oui, je parlais de la discipline que vous mettiez dans votre écriture. Et évidemment, lorsque l'on écrit des livres comme les vôtres, avec un tel suspense et cette impression que l'on a qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans 2 pages, il y a une construction. Moi non plus. Ça, vous ne pouvez pas nous faire croire ça. Quelle est votre construction? Comment est-ce que vous abordez? Alors, vous avez l'histoire. Est-ce que ce sont les personnages que vous commencez à construire très précisément? Est-ce que vous savez, en commençant un livre, comment il va se terminer? Comment travaillez-vous? Comment avez-vous travaillé Mirage, Oui, par exemple? chaque écrivain est complètement atypique. Georges Simenon, que j'admire énormément, a écrit 200 livres pendant sa vie. Il peut écrire un roman pendant 15 jours et entre 8 ou 10 prostituées. Il a dit ça. Flaubert, c'était 100 mots par jour, 4 pages pour créer une page, 6 ans pour écrire Madame Bovary. Il n'a pas de règles. J'ai trouvé, franchement, une méthode utilisée par un de mes héros littéraires, Graham Greene, qui a vécu à Paris et à Antibes la moitié de sa vie, mais très anglais. 2 pages de manuscrit par jour, ça c'est 500 mots, à peu près 4000 signes, jour après jour après jour. Et ça marche mathématiquement, parce que 2 pages par 6, 12, par 50, on a 600 pages. Et honnêtement, oui, derrière tout ça, il y a beaucoup de techniques et aussi beaucoup d'expérience. Mais honnêtement, en fait, simplement le fait que c'est 2 pages, et il faut écrire ça, même si on est déprimé, même si on est mélancolique, même si on a un gueule de bois, ou même si on pense, oh mon Dieu, ce roman est nul, il faut écrire 2 pages par jour. Et en dehors de ça, mes romans sont très, très structurés, mais jamais dans ma vie que j'ai écrit un plan pour un roman avant d'avoir... Jamais. Je commence avec certainement un narrateur, narratrice, 2, 3 personnages importants en dehors de narrateur, narratrice, le décor, le problème central, l'argument du roman, mais pas de thème. Je n'ai jamais pensé de thème. Quelques idées, et puis le reste arrive pendant l'écriture. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Ça, c'est le grand mystère. Jamais sous-estimer, en fait, le processus de subconscience. C'est le caractère de votre personnage qui fait avancer l'intrigue? Tout à fait. C'est finalement les traits de caractère, oui, que vous lui attribuez. Mais aussi, c'est passionnant, parce que chaque roman, le fait que je n'ai jamais écrit, en fait, la même histoire, et chaque roman est différent, ça, c'est aussi passionnant. Mais aussi le fait que, honnêtement, avec le premier jet que j'écris pour moi-même, j'ai trop écrit. Je suis au milieu d'un scénario maintenant pour un producteur et je lui ai dit, en fait, au téléphone, franchement, ce sera trop. Mais ça, c'est un aspect de mon processus. Avec le premier jet, je vomis. Tout arrive. Et honnêtement, le truc aussi, une des choses, il y a beaucoup de trucs de construire un roman. Et quelque chose de primordial, c'est l'exposition, le début. Parce que typiquement, on commence dans un certain moment du temps. Donc ici, à Mirage, c'est oui, dans un vol transatlantique. Et il faut expliquer pourquoi Robin et son mari est là-bas. Et puis, commence franchement de faire un trajet de la nation.
mais en même temps, il faut expliquer beaucoup de choses dans le passé. Donc, pendant les 3-4 premiers chapitres, on apprend le fait que Robin, franchement, avait un mariage raté avant Paul. En fait, Robin a un héritage parental très difficile. Et aussi, Paul a fait des échecs, des problèmes avec les inspecteurs des impôts. Donc, ça, c'est l'exposition. Et c'est très, très difficile à faire. Et ça, techniquement, ça, c'est le plus grand défi. Parce que c'est avant d'avoir tout va vraiment commencer. Quand on est dans le moment quand, franchement, tout peut avancer, le soulagement est immense. Et typiquement, j'écris trop. Parce que aussi, quand on commence à écrire un roman, il faut découvrir la voix de narrateur et narratrice, mais la voix de roman et aussi un certain rythme. Ça, c'est passionnant, mais toujours difficile. Et en même temps, j'ai commencé à structurer le roman dans la tête. Et des choses arrivent, des idées arrivent. Mais je n'en ai aucune idée de fin. Ou certains personnages, il y a un personnage dans Mirage très important qui s'appelle Roman Ben Hassan. Je n'en ai aucune idée de sa connaissance au début de l'écriture. Et donc, ça, c'est passionnant aussi. Donc, chaque roman, pour moi, créativement, c'est aussi un voyage avec aucune idée du vrai trajet ou la fin. Votre femme, je crois, est psychanalyste. Oui. Est-ce que vous travaillez justement les personnages avec elle? Est-ce que vous en discutez? Non, mais elle était en fait ma lectrice avant ça. Et elle m'a dit, en fait, honnêtement, en fait, tu es romancé avec une connaissance des choses psychologiquement très dense. Et comme j'ai dit, en fait, il y a quelques minutes, j'essaie de construire un portrait psychologiquement dense du personnage. Donc, avec Robin, sa mère, c'était une femme très carrée, très correcte, infirmière, très responsable, complètement froide. Son père était un homme d'affaires qui était un joueur, un homme de charme mais pas responsable, qui était démissionné 5 fois pendant son enfance. Ils ont déménagé 6 fois. Un miroir exactement de son deuxième mari. Et donc, il y a un moment, en fait, au milieu du récit, quand Paul a disparu au Maroc, et elle a découvert une grande trahison, et je n'ai pas gâché ça, parce que ça va gâcher le récit. Oui, non, il ne faut pas parler là. Ça, c'était intéressant. Dans le troisième jet, c'était franchement mon éditrice américaine qui m'a dit, peut-être Douglas, si tu prends en fait le moment dans le troisième chapitre, quand elle a expliqué la mort de son père à Las Vegas, et transférer ça ici à propos de la disparue, ça va aider la connaissance pourquoi après cette trahison, elle doit suivre Paul, elle doit chercher Paul. Et ça, c'était une suggestion très, très, très intelligente. C'est clair qu'elle ne va pas sauver son père. Elle doit sauver son mari parce que c'était impossible de sauver son père. Quel est votre maître en suspense? C'est Hitchcock? C'est Hitchcock. C'est Hitchcock. Complètement. On sent. Mais Hitchcock aussi, en fait, quel suspense, mais aussi la condition humaine et aussi des ombres partout dans les vies des gens. Mon film préféré de Hitchcock, c'est son chef-d'œuvre, c'est Soif froide avec James Stewart. Ce n'est pas un film facile et le titre en anglais c'est Vertigo et c'est un film vraiment vertigineux. Mais aussi le sujet c'est la projection d'un homme sur des femmes tout le temps. Et honnêtement,
le truc, en fait, au début et à la fin, je suis romancier. En fait, de temps en temps, j'écris des scénarios, mais c'est un style d'écriture complètement différent. Mais comme la plupart des écrivains modernes, en fait, le cinéma m'a beaucoup influencé. Et Hitchcock, pour moi, c'est le maître. Vous avez une écriture très, très visuelle. Plusieurs de vos romans, bien sûr, ont été adaptés pour le cinéma. Parfois en lisant Mirage à certains passages, mais je ne veux pas les citer parce que je ne veux pas donner d'indices au public. J'ai eu l'impression de revoir Théo Sahara, Bertolucci, adapté de Paul Bowles. De Paul Bowles, oui, Oui. tout à fait. Et L'ombre de Patricia Highsmith aussi, grande écrivaine américaine qui a vécu en France et repris le On talentueux. voit un film en vous lisant. Oui, en fait, en même temps, c'est un roman, mais aussi, vous savez, Françoise, que j'ai commencé ma carrière littéraire comme écrivain de récits de voyage. Et pour moi, ça, c'était très important, en fait. Ça, c'était franchement une université pour le roman. J'ai voyagé en Égypte, en fait, le sud des États-Unis, dans des bourses du monde. Et je commence à apprendre comment on peut créer un paysage en mots et des personnages, une narration, mais aussi le fait que le diable est dans des détails. Et je dis ça à des jeunes écrivains tout le temps. Le sujet, ce n'est pas le nombril. Un des problèmes que j'ai eu avec l'autofiction, et la plupart du temps, c'est la revanche. Oui, c'est toujours la revanche, surtout après une histoire d'amour. Et honnêtement, en fait, le sujet, c'est toujours la vie des autres. Et il faut fonctionner comme une éponge, absorber les vies des autres tout le temps. En fait, un de mes ex-petits amis m'a dit, en fait, au début de notre aventure, tu poses trop de questions. Et elle était franchement universitaire. Elle m'a dit, et je comprends pourquoi, c'est des recherches. Coupable, j'ai dit, oui. Vous vous intéressez quand même d'abord au couple américain. Il y a pour vous un gouffre entre les mentalités des couples américains par rapport aux couples européens et français. Vous vous sentez très américain, d'ailleurs. Oui, en fait, je suis très américain, mais quelqu'un franchement, qui a vécu en dehors des États-Unis pendant 33 ans. J'ai un passeport irlandais aussi. Je suis à l'aise dans la langue de Molière. Ich spreche Deutsch. J'ai un appart à Londres, Paris et Berlin. Mais après, franchement, 34 ans après mon divorce, j'ai décidé de revenir. Mais et maintenant, je vis entre le Maine et New York, mais toujours avec un pied ailleurs. Oui, vous avez un petit chez vous dans quand même plein de villes. Plein de villes. Et j'ai une hypothèse au sujet de la vie et surtout des choses intimes. Tout est supportable avec un billet à l'écriture. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais honnêtement, pour moi, son pays, c'est comme sa famille, en fait. C'est le problème perpétuel, des disputes perpétuelles, mais aussi des racines. Et j'ai parlé à Londres, où ça, c'était en 2010. Quand j'ai commencé, j'avais acheté une maison dans le Maine. J'ai parlé avec un écrivain américain, 78 ans, qui a vécu à Londres depuis longtemps. Et il me dit, je n'en ai aucune idée si je suis américain ou pas. Je ne suis pas anglais. Et j'ai commencé de réfléchir. En fait, j'avais 55 ans à l'époque. Je ne veux pas être comme lui dans 10 ans, déraciné. Et j'ai acheté chez moi dans le Maine pendant l'époque de M. Bush le deuxième, qui était le plus grand connard imaginable. Quelle honte, ce mec dans la Maison Blanche. Un pays assez... Mais ça, c'est aussi un aspect de chez moi, en fait. Maintenant, j'ai commencé à relire un de mes romans préférés de Philip Roth, La Tâche. Et franchement, c'est des choses pudiques américaines, le puritanisme, et le fait que le pays est brillant et aussi ignorant.
j'adore mon pays, je critique mon pays tout le temps, parce que je comprends, c'est très schizophrène. J'ai dit ça dans une interview récemment chez France Inter. En fait, chaque année, quand la liste des lauréats de prix Nobel sont annoncés, 5 des 7 lauréats sont des Américaines. On a franchement des universités extraordinaires, une littérature nationale très forte, du jazz, le cinéma, une sens de l'humour très ironique et le satire. De l'autre côté, c'est un pays où 72% des adultes croient en Dieu et 48%, j'ai lu un sondage récemment dans le New York Times, 48% croient aux anges. Aux anges? Aux anges, tout à fait, aux anges. Et ça, c'est les deux Amériques. Et honnêtement, ça, c'est la raison pour laquelle aussi on a une culture très, très forte. Mais aussi, honnêtement, maintenant, c'est un moment très intéressant parce que je pense que le siècle américain, c'était au milieu, c'était de 45 jusqu'à maintenant. Tout a commencé de changer. Peut-être le prochain siècle, ce sera le siècle chinois. Et aux États-Unis, il y a l'idée toujours qu'on est le pays préféré de Dieu. Mais en même temps, avec un système darwiniste social, peut-être l'Europe m'a corrompu, mais j'ai des disputes tout le temps avec beaucoup de copains qui sont de partis républicains, fiscalement très conservateurs, pas franchement des grands copains de Jésus, comme certains membres du Parti républicain, mais l'idée que franchement une démocratie sociale, pour moi, ça c'est essentiel. Et il faut payer pour une qualité de vie. Et ça ne coûte pas cher. Vous savez qu'on peut subventionner tous les orchestres européens pour le prix d'un missile de cruise. Et pendant 10 ans. Et c'est absurde. Aussi, on vit pendant des moments partout, peut-être pas en France, mais dans beaucoup de pays, surtout en Angleterre, quand on a dévalué des intellectuels, on a dévalué des universitaires, on a dévalué des infirmières. Honnêtement, c'est une période hyper-capitaliste maintenant. Et je ne suis pas quelqu'un de gauche, en fait. Je crois d'une économie libérale, mais aussi avec une responsabilité sociale. Mais aux États-Unis, je suis socialiste. Alors, nous arrivons dans les dernières minutes de cette rencontre. Quelques dernières questions très courtes. Vous parlez tellement bien français, Douglas. Oh, merci. Vous n'avez jamais encore eu envie d'écrire en français? Oh, ça, c'est en dehors de mes talents. C'est trop tard pour ça. Honnêtement, c'est très rare de trouver un écrivain qui fonctionne si bien dans une langue au dehors de la langue maternelle. Nabokov, par exemple, qui était absolument extraordinaire. Et Beckett met des petites pièces de théâtre. Kundera, il écrit en français, mais j'ai préféré ses romans en tchèque. Conrad, Joseph Conrad, mais il est arrivé à la fin du 19e, au milieu du 19e siècle à Londres, franchement, quand il avait 17 ans, dans la marine, polonais, mais il s'est réinventé comme un écrivain anglais. C'est très, très rare. C'est en dehors de mes talents maintenant. Et franchement, en fait, l'écriture dans la langue maternelle, c'est suffisamment difficile. Vous avez toujours le même traducteur. Toujours. Mais quand le livre est traduit en français, est-ce que vous le lisez derrière lui? Tout à fait. Tout à fait. Ça doit être terrible pour le traducteur. J'en suis sûr. Bernard a préféré quand j'avais 3 mots de français, mais en même temps, en fait, il est franchement comme mon ombre en français. Et la langue française, c'est complètement différent que la langue anglaise. Et, for example, this is how I sound speaking English. I sound differently. Je suis différente en anglais qu'en français, et c'est la même chose. Surtout quand j'ai commencé à apprendre, en fait, le français.
quand j'ai lu Madame Bovary en français pour la première fois. Madame Bovary, elle a tenu une telle importance dans votre vie. Mais ok, Madame Bovary, j'ai lu ça à l'université, j'ai pensé intéressant. Et puis, à la quarantaine, ça c'est quelque chose aussi avec les romans. On a un rapport complètement différent avec les romans quand on est plus âgé et aussi plus blessé par la vie. Quand j'ai relu Madame Bovary, et ça c'était le début d'une idée pour un roman qui s'appelle Les charmes discrets de la vie conjugale, j'ai pensé, Flaubert, franchement, le roman moderne a commencé avec Madame Bovary. Pourquoi? Quel est le sujet? L'ennui. L'ennui, exactement. La première fois dans la littérature qu'un écrivain a fait face à l'ennui. Et le fait que l'ennui, franchement, c'est un des grandes tragédies de la vie. Franchement, en fait, le but de ma vie, c'est d'éviter l'ennui. J'ai dit ça récemment à ma fille, Amelia, qui a récemment gagné une place dans les grands conservatoires de drame américains. Elle va devenir comédienne. Et je lui ai dit, et peut-être on peut finir avec cette pensée, une vie, c'est un grand mélange des choses malveillantes et bienveillantes. Et franchement, des choses tragiques. Ça, c'est le prix à payer pour vivre. Il y aura des choses tragiques. Et comme j'ai dit au début, le caractère écrit le destin. Pour moi, il faut accepter, il y a des choses magnifiques et aussi pas terribles, mais une vie intéressante, surtout si on peut franchement garder la curiosité, ça c'est pas mal. Merci. Alors, il est certain, Douglas, que l'on ne s'ennuie pas quand on lit vos livres. Donc, on ne s'ennuie pas en lisant Mirage, on ne s'ennuie pas non plus pour le public qui n'a pas lu vos premiers romans, avec cette réédition de L'homme qui voulait vivre sa vie, fabuleux succès, Les désarrois de Ned Allen, Rien ne va plus, et Piège nuptial, l'un des tout premiers des héros ordinaires, mais des héros ordinaires sont en fait les héros de tous vos livres. Alors, je vais vous laisser aller dédicacer, et Douglas a appris le français pour vous, mais il a aussi décidé de ne pas prendre le dernier TGV ce soir pour avoir le temps de dédicacer tranquillement et de pouvoir vous parler. Donc, je vais vous le laisser aller dédicacer dans l'entrée de la salle Poirel, après l'avoir soumis, comme tous les invités, au questionnaire de pivot, et après aussi, vous dire dès maintenant les dates du livre sur la place en septembre, puisque nous allons bientôt arriver aux vacances. Réservez votre week-end des 11, 12, 13 septembre. Le 37e livre sur la place sera présidé par Daniel Picouli. Nous sommes en train d'en monter la programmation. J'espère qu'elle vous plaira. 11, 12, 13 septembre, je compte sur vous. Et Douglas, quel est votre mot préféré ? Ce n'est pas un mot préféré, c'est une expression française que j'utilise tout le temps. On verra. C'est complètement existentiel. Ça vous va très bien. On verra. Et quel est le mot que vous détestez ? Le mot que vous détestez ? Aux États-Unis, il y a un mot, la closure. C'est l'idée que après des choses tragiques, on peut trouver un moment que c'est derrière de vous. Je pense que dans une vie, la clôture, ça, ce n'est pas possible. On aura peut-être une accommodation avec des choses tragiques, mais il y a des choses si difficiles, ça va marquer toute la vie. Mais aussi, ça, c'est intéressant. Quelle est votre drogue favorite ? Le whisky. Ah. Une très bonne malt, oui, une très bonne malt, oui, tout le temps. Vous écrivez en buvant du whisky ? Pendant la nuit, tout à fait. Mais pendant la journée, en fait, rarement. De temps en temps, quand c'est nécessaire, oui, mais rarement. Je n'ai pas un aspect très Gainsbourgien au sujet de l'alcool. Quel est le son ou le bruit que vous aimez ?
New York, franchement, à l'aube, quand tous les rues sont complètement calmes. Et on est au milieu d'une ville vertigineuse de silence, juste avant, en fait, franchement, la journée va commencer. Ça, c'est très romantique. Et typiquement, parce que je suis un homme de la nuit, c'est 5 heures du matin quand j'ai quitté une boîte de jazz. Et peut-être je décide de me balader chez moi et la ville est complètement vide. Et c'est complètement chez moi. Le son, le bruit que vous détestez? Des pompiers. Parce que aussi, on pense derrière de ça, c'est des choses horribles dans la vie de quelqu'un d'autre, toujours. Est-ce que vous avez un juron favori? Un juron, un gros mot. Favori. Est-ce que vous jurez en français ou en américain? En américain. Et alors, en américain? Ouais, mais un mot favori, en dehors de, on verra. Peut-être le mot favori pour moi, c'est franchement peut-être. J'aime ça. Peut-être, oui, c'est pas mal. Alors, surtout à côté de on verra. Je vais vous poser la dernière question du questionnaire de pivot, mais depuis le début de cet entretien, je remarque que vous ne quittez pas votre stylo. Oui, voilà, ça c'est mon équilibre pendant une interview publique. Même si je suis très à l'aise comme ça, j'ai un aspect aussi privé. Et donc, quand je parle en face des autres, j'ai toujours un stylo à la main. Et c'est mon équilibre. Et ça marche. Ça marche très bien, Douglas. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? Il a une vie très, très intéressante. Ça, c'est pas mal. Une vie intéressante. Et aussi, il a fait ce qu'il voudrait faire. Oui, oui, il a vécu une vraie vie. Douglas Kennedy, merci beaucoup. Merci à vous. Très bon été à toutes et à tous.